Salut à tous, alors je suis allé voir Top Gun Maverick, la suite tant attendue de Top Gun de 1986. Attendue en tout cas depuis 2 ans et depuis qu'on avait vu des belles bandes annonces. Puisque le film a été repoussé donc 2 fois à cause de la pandémie et enfin il arrive sur les écrans. Ils ont refusé, et c'est tout à fait compréhensible quand on voit finalement le film, de balancer ça sur une plateforme de streaming parce que c'est un film qui a été fait pour être vu dans une salle de cinéma sur le plus grand écran possible et avec un bon système de son. Et c'est tout l'intérêt du coup, enfin c'est pas le seul intérêt, mais c'est quand même un peu l'intérêt, d'accord, de ce film, de voir des superbes scènes d'action, de combats dans les airs, d'avions de chasse et de pilotage et de looping et de manœuvres en tout genre qui sont impressionnantes à voir, surtout que c'est fait de manière très réaliste, sans trop de avec ce que j'appelle des effets spéciaux invisibles. C'est-à-dire que alors, ça a été pas mal filmé en véritable prise de vue où les acteurs étaient dans des vrais cockpits, il me semble, là, en tout cas Tom Cruise c'était le cas. Où, alors ils pilotaient pas forcément, ils pilotaient pas eux-mêmes les avions de chasse, mais ils étaient dans les cockpits et il y avait des plans sur eux. Du coup, en tout cas, ça fait très réaliste, c'est vraiment très immersif au niveau des manœuvres, des combats aériens. Encore plus d'ailleurs, je dirais que peut-être dans le premier film qui était déjà pas mal dans le genre. Et du coup, c'est tout l'intérêt justement de voir sur grand écran avec un bon système de son parce que c'est vraiment une expérience sensorielle, audiovisuelle, puisque dès que le film commence, alors je ne sais pas si c'était juste dans ma salle, mais en tout cas, parce que j'étais le voir en IMAX, et je ne sais pas si c'était juste dans la salle où le réglage était comme ça, mais la scène d'introduction, de montage, où on voit les avions sur le porte-avions, et où on allume les réacteurs, les choses comme ça, et puis ça explose de tous les côtés, vraiment, quoi. On est dedans, on est sur le porte-avions, et on fait partie intégrante du film, et ça, c'est vraiment très très bien, et c'est vraiment une vraie expérience et qu'on ne pourrait pas forcément retrouver chez soi sur sa télé, même si on a un grand écran et un bon système de son. C'est quand même pas la même chose que de voir ce spectacle-là sur un écran de cinéma, quoi. Et du coup, je le conseille fortement pour qui se poserait la question de est-ce que je me déplace pour aller voir Top Gun parce que j'ai bien aimé le premier et puis j'aimerais bien voir celui-là, mais bon, est-ce que... Eh ben oui, ça vaut largement le coup, il faut y aller. Ensuite, au niveau de l'histoire, alors rien, je dois dire, rien de d'exceptionnel, de super original, de choses comme ça. D'ailleurs, ça m'étonne un peu parce que ça a l'air d'être le seul blockbuster hollywoodien qui a trouvé grâce aux yeux des critiques canoises en ce moment. Parce qu'on a entendu que du bien de Top Gun, alors que d'un autre côté, ils n'arrêtent pas de fracasser, dès que l'occasion se présente, de fracasser n'importe quel autre blockbuster ou franchise, ou de casser du sucre sur le dos de Disney et compagnie. Donc voilà, il a été très bien reçu. C'est peut-être parce que Tom Cruise était là qu'ils ont fait tout un show et trucs comme ça. Donc les gens étaient dans une certaine ambiance. Parce que le film, honnêtement, alors moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est mon genre de film et c'est vraiment un bel hommage déjà au premier. C'est une belle suite, un bel hommage qui dépasse en termes de qualité, je dirais, qui dépasse même l'original et au niveau de la tension aussi. Euh, mais c'est un hommage aussi à ces films des années 90 qui étaient un peu plus, comment dire, légers, innocents et des aventures avec des enjeux sérieux, mais qui ne se prend pas non plus trop au sérieux. Et avec voilà, des scènes aussi de drame et les relations entre les personnages et d'émotions et qui passent bien avec une petite morale et puis des personnages qui sont les uns contre les autres au début et puis qui apprennent à s'apprécier, à se respecter et puis à la fin c'est formidable, etc. Donc c'est on est dans ce genre de film, pur film hollywoodien, blockbuster hollywoodien, classique, et donc qui, étonnamment, finalement, trouve grâce aux yeux de tout le monde, et apprécié par tout le monde, et pas seulement par ceux qui aiment bien ce genre de film-là. Bon, des fois, on ne sait pas trop. En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'histoire,
c'est bien, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel et c'est pas la révolution. N'empêche que ils prennent le temps, et ce qu'on peut apprécier aussi par rapport à ce film-là, réalisé par Joseph Kosinski, d'ailleurs, qui n'est pas, on va dire, dont ce n'est pas la première suite, hommage d'un autre, puisqu'il avait commencé sa carrière avec Tron, l'héritage, qui était du coup la suite 25 ans plus tard de Tron, qui était sorti dans les années 80 aussi. Et qui était pas mal, mais qui, pareil, était pas non plus exceptionnel. Et du coup, j'avais bien aimé sa première collaboration après avec Tom Cruise, qui était Oblivion, euh, qui un film de science-fiction, encore une fois, qui n'est pas exceptionnel, mais qui passe très très bien et qui, en tout cas visuellement, Joseph Kosinski sait faire des belles images, sait réaliser un bon film, un beau film. Il y a vraiment quelque chose avec les images. Après, j'ai pas vu, apparemment il est très très bien, mais j'ai pas vu son film avec Josh Brolin sur les pompiers. Il me semble que c'est sur les pompiers. Et que je n'ai pas vu, mais il a des très très bonnes critiques. Donc voilà, l'air de rien, il a une carrière tout à fait convenable en quelques films. C'est que son quatrième grand long métrage, je crois. Et, il assure, quoi. Mais sans révolutionner le genre, quoi. Donc il rend hommage, et c'est bien parce que il rend hommage, mais il refait pas non plus exactement, il refait pas du copier-coller. C'est-à-dire qu'il ajoute quand même une nouvelle dimension et des nouveaux enjeux, des nouveaux intérêts. Et c'est le cas aussi pour du coup Top Gun Maverick, où on réutilise finalement certains éléments qu'il y avait dans le premier film, hein, certains on pourrait dire même clichés finalement, de la camaraderie et puis des tensions et de la rivalité qui existe du coup dans ces équipes de pilotes de l'US Air Force qui sont censés être les meilleurs des meilleurs et qui entre eux du coup arrêtent pas de se charrier et puis sont toujours en compétition l'un avec l'autre, qui va être le meilleur pilote, etc. Donc on retrouve ça qui était déjà dans le premier Top Gun. On retrouve également cette dynamique entre voilà, les deux meilleurs élèves, les deux meilleurs pilotes finalement de l'école, de l'académie. On retrouve la même dynamique que Maverick et Iceman du coup. Et voilà. Et du coup, on reprend ça et on fait un peu du neuf avec. Et puis finalement, c'est pas tant du neuf, c'est dans la continuité. On continue l'histoire. C'est toujours, et d'ailleurs, c'est pas Top Gun 2, c'est Top Gun Maverick. Donc l'histoire, c'est vraiment centré sur Maverick. Ce qui est, j'ai l'impression, en regardant le film finalement et en voyant alors les clins d'œil, les hommages, les retours sur ce qui s'est passé, etc. On avait vraiment l'impression, et puis ce statut finalement de légende vivante qu'a Maverick maintenant, euh, alors qu'il n'a pas changé, etc., on retrouve la même ambiance qu'on a dans, par exemple, Star Wars, Le Réveil de la Force. C'est-à-dire, on reprend, si on veut, alors j'imagine que Paramount veut peut-être relancer une franchise Top Gun. En tout cas, il fallait finir, il commence par finir l'histoire de Maverick. Et on a l'impression que c'était un peu comme le Réveil de la Force finalement, où on prend l'ancien pour le coup, on refait plus ou moins la même trame, avec plus ou moins les mêmes moments ou les mêmes thématiques qui se passent, un peu différemment et avec des nouveaux joueurs, des nouveaux arrivants du coup, qui vont après euh, poursuivre leurs propres aventures, etc. Et on retrouve cet aspect-là, du coup, on refait un peu finalement le même film sur certains aspects, mais là, c'est pas une histoire il y a beaucoup moins cette idée de on passe le flambeau à. Et c'est beaucoup plus, c'est centré sur Maverick, qui est Maverick à ce moment-là. C'est pas voilà les nouveaux personnages et maintenant et tout le film est sur eux. Non, non, ça reste le film de Tom Cruise, le film de Maverick. Et il est central et c'est toujours et il est très intéressant parce que du coup on arrive sur, ça fait vachement penser en fait à un western finalement. Je dirais, on retrouve cette ambiance du vieux, de l'ancien cowboy un peu
un peu, comment dire, has-been, d'une certaine manière, qui a, voilà, il a sa réputation, il a ça, et puis on lui demande de reprendre du service, une dernière mission avant de prendre définitivement sa retraite. Et il y a cet aspect-là, du coup, je reviens en arrière, je reviens dans le passé, je revis ce que j'ai connu dans le passé une dernière fois et j'essaie de réparer peut-être mes erreurs ou de trouver une certaine rédemption parce que oui, dans l'équipe des jeunes que lui doit entraîner se trouve le fils de Goose du coup, interprété du coup par Miles Teller ici dans Top Gun Maverick, qui fait un excellent boulot, qui a vraiment des airs c'était Anthony Edwards. Et qui voilà, dont la relation avec Maverick forcément est très même voire très tendu, mais pas pour la raison qu'on croit au départ, genre qu'il est responsable de la mort du père, etc. Il y a autre chose derrière, il y a du vécu, et il y a autre chose derrière qui fait qu'il y a une tension entre ces deux personnages. Et ça va être un peu le fil conducteur, forcément, le fil conducteur émotionnel de ce film-là. Et ça fonctionne, c'est très bien fait, c'est très bien traité. En plus de ça, ils ont rajouté du coup le love interest d'usage, hein, puisque on revient, c'est des éléments classiques de ce genre de film. Du coup, on a Jennifer Connelly, qui est une ancienne connaissance que nous, on ne connaît pas du tout, qui est un personnage qu'on ne connaît pas du tout, qu'il a rencontré du coup entre le Top Gun de 86 et là, et qui, voilà, ils avaient une relation, etc., pendant quelques années, quand il était encore là, etc. Mais à chaque fois, en fait, le principe, c'est que forcément, c'est Maverick, c'est le non-conformiste, le, euh, le franc-tireur, celui qui ne suit pas les règles, qui ne se fait pas la vie de groupe, etc. Donc forcément, à chaque fois, il fait des conneries et à chaque fois, il est muté ailleurs. Et il est trop bon pour être viré, pour passer en cours martial ou des choses comme ça. Et en gros, il passe d'un truc à l'autre à chaque fois qu'il fait une connerie qui va trop loin parce qu'il a ses convictions, il agit, il réfléchit pas. Et c'est vraiment ce qui définit du coup Maverick. Et c'est ce qu'il essaye d'enseigner d'ailleurs aux petits nouveaux. Et du coup, c'est intéressant parce que finalement, on a ce truc de il se pose jamais. Et tout ça, c'est résumé déjà dès les premières images. J'ai trouvé que c'était super bien. La manière dont le personnage est réintroduit est super intéressante. Et quand je dis qu'il y a cette image de western, c'est vraiment ça, quoi. On a avec cette ambiance dans le désert, avec les soleils couchants, etc. Lui, il est dans son hangar, slash appartement maison, avec son petit coucou. Et il y a ce truc de quand on le rencontre, en fait, c'est une porte, c'est l'écran est noir et il y a la porte qui s'ouvre et puis on voit vraiment c'est comme s'il venait de l'obscurité puis il rentre. Enfin, ça rappelle un peu des westerns, ça rappelle un peu. Moi, ça me rappelait le plan de la prisonnière du désert justement avec John Wayne où on a cette division entre l'intérieur, l'encadrement de la porte toujours, et puis l'extérieur un peu désertique et un peu sauvage comme ça. Et il y a un peu de ça, du coup, dans le retour de Maverick. Et après, bien sûr, il chevauche sa monture, puisqu'il est toujours à moto pour se déplacer. Et puis, on revoit un peu, il repart, il retrace finalement le chemin, il retourne dans le temps, il voyage dans le temps, finalement, à l'époque où lui était là, ce qu'on avait vu dans le premier film, etc. Donc, il y a des petits flashbacks, des choses comme ça, mais des plans qui sont recréés aussi, hein, forcément, hein, à moto, en train de rouler à côté d'un avion qui décolle, des choses comme ça sur la piste. Et Tom Cruise, toujours aussi jeune finalement pour son âge. Purée, il fait plus jeune que moi. Il y a même des gros plans et c'est genre, non mais bon, ok, on voit un peu peut-être, ok, au niveau des yeux, quelque chose comme ça, mais le reste, c'est genre, purée, le mec, il fait 20 ans de moins facile. 20 ans de moins facile. Et le temps n'a pas de marque sur lui, du coup, et ils en jouent aussi dans le film finalement, parce que et même s'il y a des réflexions à papy, si et ça, de la part des jeunes, qui font un peu rire du coup, parce que c'est genre, mec, il ressemble à ton grand frère, peut-être à ton père si t'exagères un peu, mais sûrement pas à ton grand-père, alors arrête. Mais il y a cet aspect-là il a vécu,
Et pourtant, il veut jamais se poser. Et c'est résumé, comme je disais, dans la scène d'ouverture où il teste. Alors, je veux pas balancer trop de spoilers, de choses comme ça, hein, mais ça vaut pas un spoiler. Mais en gros, il teste un avion, il teste un prototype qui doit atteindre genre 10 G et ou Mach 10, non, Mach 10, Mach 9, Mach 10. Mach 10, ouais, il doit atteindre Mach 10 ou un truc comme ça. J'ai aucune notion de ces trucs-là. Et donc, il doit atteindre une certaine vitesse, etc. Mais le financement va leur être retiré, etc. Et puis, on voit du coup que c'est le gars qui va au bout parce qu'il sait ce qui est possible, il sait de quoi il est capable, il connaît ses limites. Et en fait, il connaît ses limites, c'est quand il n'en a aucune. Et donc, dès la scène d'introduction, on nous montre à quel point en fait, il n'a pas changé, il est toujours aussi tête brûlée et aussi sûr de lui il a besoin de se dépasser, de toujours avancer, de toujours aller plus loin, toujours aller plus vite, toujours besoin de vitesse, etc. Alors que, ben voilà, quoi, il est plus ou moins au bout de là où il doit être, de sa carrière. Et c'est ça qu'on comprend, c'est qu'il se bat pour ne pas arrêter, parce que c'est tout ce qu'il fait. Et puis il y a cette blague aussi avec ah Maverick, arrête, j'aime pas quand tu fais ce sourire là ou quand tu as ce regard là. Non, c'est j'aime pas ce regard que tu as, plusieurs personnes lui disent et il répond bah, c'est le seul que j'ai. Bah oui, il est pas compliqué complexe comme personnage Maverick puisque il veut toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours aller plus loin, toujours aller plus vite. Et là, ce qui est intéressant, justement, l'aspect intéressant par rapport à ça, c'est que malgré le fait de vouloir toujours changer, de bouger, d'avancer, de faire autre chose, il est toujours retenu par ses souvenirs, par le passé. Et là, c'est là qu'il se retrouve. Et c'est pour ça que thématiquement, c'est intéressant qu'il retourne à cette base pour devenir instructeur et qu'il a en face de lui, justement, des versions de lui-même et de ses anciens coéquipiers, dont le fils de son ancien coéquipier, dont il se sent peut-être encore un peu responsable pour la mort dans le film 1. Bon, ouais, spoiler pour le premier film, mais quand même. Et du coup, bah, c'est là qu'est l'ancrage finalement émotionnel du film, c'est par rapport à qu'est-ce que je peux que faire ça, je sais pas quoi faire d'autre. Et, euh, et, euh, et la relation aussi qu'il a avec Iceman, du coup, Val Kilmer, que je vais pas spoiler ici, mais c'est très touchant et c'est très, très intéressant, c'est pareil. Quand on apprend en fait justement non seulement la relation qu'ils ont là à ce moment-là, mais finalement par rapport au premier film, tout ce qu'on n'a pas vu après, en fait, la relation qui s'est installée entre les deux personnages. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait et avec très peu finalement de références, de choses comme ça. Je trouve il y a un vrai poids émotionnel par rapport à ça et donc je trouvais que c'était super. Donc voilà. Après la mission, ce qui est pas mal aussi, c'est que les enjeux sont aussi un peu plus élevés, ce qui est normal pour une suite. Euh, c'est que le premier, c'était qu'une histoire d'exercice d'entraînement et d'être le meilleur à l'académie et des choses comme ça, et puis la rivalité. Là, les, les pilotes ont une vraie. Lui, il doit les former pour une vraie mission, une mission super dangereuse, une mission super balèze. Et la référence à Star Wars ne s'arrête pas là, puisque, en gros, ils doivent aller détruire l'étoile. Enfin, c'est un peu comme s'ils devaient aller détruire l'étoile de la mort, la manière dont ils présentent le plan. Alors, vous devez passer là, par ici, vous voyez le chemin avec des modélisations et des trucs comme ça sur des cartes en relief, etc. Et c'est genre, et vous devez passer là, et il faut exploser ça, détruire ça, et après il faut qu'il y ait un missile qui rentre là-dedans et qui explose tout. Et c'est genre, mais c'est Star Wars, c'est une référence à Star Wars, ça. Et en fait, mais c'est pas mal parce que alors ça a l'air, des fois on se dit, c'est bidon, enfin je veux dire, ça n'existe pas dans la vraie vie, hein, la manière dont ils expliquent ça comme ça, etc., la mission. Mais finalement on s'en fout parce que au moins ça donne une idée claire au spectateur du danger, de la difficulté, de ce qu'ils doivent apprendre à faire, de ce qu'ils doivent réussir à faire en simulation à l'école de pilotage, avant de le faire 3 semaines plus tard sur le terrain, avec un ennemi hostile en face et des vraies conséquences si le 1 raté, et puis ça y est, on se fait exploser, quoi.
Et du coup, tout est mis en place justement pour créer ce danger, cette tension, et puis la- la- le, le, le besoin justement d'aller plus loin, d'aller plus vite, de se dépasser, de need for speed. Et du coup, c'est tout à fait cohérent avec le personnage, avec les personnages, et puis la thématique de ce qu'est Top Gun. Et ça crée, du coup, il place les personnages, alors les relations entre les personnages, du coup, qui sont forcément pas des plus originales, puisqu'on retrouve des caractères un peu stéréotypés, des personnages stéréotypés, comme il y en avait dans le premier film. Et puis la cohésion, comme elle a du mal à se créer, mais Maverick a l'expérience, et du coup, il va essayer, lui, non seulement de se faire accepter, se faire accepter lui, mais aussi que les pilotes soient au top du top et soient une vraie équipe, une vraie escouade capable, voilà, qui puisse compter les uns sur les autres et qui savent se compléter parfaitement sur le terrain pour cette mission hautement compliquée. Ce qui est pas mal aussi, c'est ici, à aucun moment, c'est genre, ils citent qui est l'ennemi en fait. C'est genre, vous devez arriver là en territoire hostile, truc comme ça. On ne sait pas quel est le pays, on ne sait pas qui sont là, et ils sont complètement anonymes, c'est-à-dire on ne reconnaît pas un seul drapeau, un emblème qui sont sur leurs avions ou trucs comme ça, c'est des trucs on ne sait pas d'où ça vient. Les pilotes, ils sont complètement masqués, contrairement aux pilotes du américain, du coup, où on voit leur visage. Ils enlèvent leur masque quand ils pilotent, etc. Les pilotes ennemis, quand il y en a, complètement anonymes et sombres comme des méchants. Comme des méchants. Et du coup, habillés en noir, etc. Donc voilà, côté obscur, pour continuer dans les références. Et j'ai vraiment bien aimé, enfin tout le monde a bien aimé franchement, déjà si on aime bien le premier Top Gun, c'est un vrai régal parce que après avoir, alors ils prennent leur temps et ça, alors certains pourraient se dire, y a pas assez ça bouge pas assez au début, il n'y a pas assez d'action, etc. etc. Et c'est pas faux, mais ils prennent le temps de bien placer qui est qui, quels sont les personnages, quel est l'objectif, pourquoi on est là, etc. Et tout est très clair, et moi, pour ma part, je me suis pas du tout ennuyé. Oui, ils prennent le temps de placer les personnages, mais c'est toujours intéressant. Il y a toujours une petite blague ou un petit clin d'œil ou quelque chose comme ça qui fait que, non, bon, on s'ennuie pas, et puis on apprend à passer du temps, justement. Comme les personnages entre eux, on apprend à les connaître, à passer du temps avec eux et, euh, et à savoir qui ils sont, où ils se situent, etc. Après, c'est un peu prévisible, on va dire, ce qui va se passer, mais ils réussissent quand même sur cette dernière heure, quand ils vont se lancer vraiment dans la mission. On est agrippé à notre siège, c'est super bien filmé, c'est immersif encore une fois. Les combats en avion, les manœuvres et tout ça, la demi-heure ou trois quarts d'heure de combat de la mission, etc., on est vraiment... on sait pas, n'importe qui, à un moment on se dit, ouais, lui il va mourir, c'est pas possible, quoi, et personne va s'en sortir, etc. Ou alors des fois on se dit, on fait des hypothèses, c'est genre, ça va être lui qui il va se sacrifier. On a plein d'idées comme ça, et finalement, en fait... même si on se doute de certaines choses, on est quand même stressé. Et donc ça montre la puissance vraiment enfin la puissance, le savoir-faire justement du réalisateur et au niveau du montage aussi. Parce que le timing et tout, c'est vraiment très bien fait. Les chorégraphies de vol, etc. C'est vraiment classe. Je me fiche de savoir si tout ça c'est très réaliste, certainement pas, d'accord, au niveau de certaines manœuvres, mais en tout cas c'est super, il y a des moments super classe, super badass, des moments d'héroïsme, etc. Et c'est ce qu'on attend de ce genre de film, donc c'est vraiment très très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et tout ça parce que, et le truc c'est que ça fonctionne, justement, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de tout bien mettre en place, de dire qui est qui, de donner les personnalités à chacun dès le départ. Et du coup, ça, quand il y a un impact, quand il y a voilà, une scène d'action avec un personnage qui fait quelque chose, ça a du sens parce que ça a été préparé avant. C'est pas juste des pilotes anonymes qui font des trucs. Non, on sait qui sont les différents personnages, on s'est attaché à eux, et du coup, ce qu'ils font, leurs actes ont du sens et ont un impact pour nous émotionnel autre que juste c'est de l'action. Et c'est à ça qu'on déjà
qu'on reconnaît les meilleurs films d'action de l'époque, c'est ceux justement où ça pète pas de tous les côtés juste gratuitement, c'est où l'action raconte l'histoire aussi. C'est qu'on a arrêté de parler, les personnages parlent pendant la moitié du film, ils se parlent entre eux, ils ont une relation entre eux, etc. Et après, ils parlent avec les avions. Après, ils parlent avec les scènes d'action. Bah c'est ça en fait. Ils communiquent, ils parlent, ils communiquent aux spectateurs à travers la scène d'action. Et ce qu'ils font, les actions qu'ils prennent, etc., etc. Et ça, c'est super cool parce que c'est vraiment dans la continuité et c'est là que ça fonctionne vraiment. Et c'est là qu'on voit un film qui fonctionne très bien, qui a été vraiment réfléchi à ce niveau-là. Et du coup, ce que je trouve pas mal justement avec Maverick, bah, c'est Top Gun Maverick, donc c'est tout tourne autour de lui, c'est lui qui donne le ton finalement, son personnage, l'essence du personnage donne le ton au film, et c'est vraiment ce côté justement, faut se dépasser, il faut faire ce qu'il y a à faire, le nécessaire, peu importe, voilà. Et puis il y a le petit passage, bien sûr, il devient prof, alors il y a les petits clichés, etc. Et puis il y a son petit passage de à la cercle des poètes disparus avec le bouquin. Alors, vous voyez le bouquin, hop, à la poubelle, ça sert à rien. Genre, tout le monde le connaît, le bouquin. Tu sais, faut arrêter de réfléchir, c'est l'instinct qui compte. Si tu réfléchis, t'es mort, etc. Donc, c'est vraiment Maverick qui donne le ton au film. Et ce truc du, justement, lui qui veut toujours, qui bouge toujours, qui est toujours en mouvement, qui veut toujours avancer, qui lutte pour ne pas être à la retraite finalement, qui lutte pour pas être s'arrêter une seule seconde, etc. Et ben on voit que au niveau relationnel du coup, bah c'est un cow-boy solitaire quoi. C'est voilà quoi, il s'est jamais attaché, ou il a brisé des cœurs, etc. Donc c'est là le personnage de Jennifer Connelly qui intervient, etc. Et c'est pareil, Maverick. Quand je dis qu'il donne le ton finalement au reste du film, ce personnage-là donne le ton, c'est que c'est ça en fait le truc, c'est que il à aucun moment il enfin, dans sa carrière, quand on a, voilà, il a je sais pas combien de récompenses, mais aussi plein de casseroles au cul où il s'est fait à chaque fois virer, etc., ou muter ailleurs parce qu'il faisait des conneries et tout. Maverick, c'est quelqu'un qui c'est nouveau pour lui parce que d'être instructeur, parce que là, il doit parler. Il doit parler, il doit communiquer avec des mots, alors que lui, c'est un gars d'action. C'est quelqu'un qui agit, c'est pas quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui agit sans avoir la permission. C'est quelqu'un qui agit sans réfléchir plus loin que faire ce qu'il doit faire. Et là, du coup, il doit expliquer le mécanisme qui le fait fonctionner, etc., aux autres, et transmettre cet aspect-là aux autres. Et du coup, il sait ce côté justement bah, franc-tireur, etc. J'agis et puis on verra les conséquences, on n'y réfléchit pas, etc. Ça lui a porté préjudice et du coup, c'est aussi pour lui, pour le personnage, un moyen d'être développé et de changer finalement par rapport à, bah, comme il est au début du film, où finalement c'est toujours le même Maverick, mais un peu plus vieux, un peu plus âgé, qui a plus de bouteilles mais qui tient pas en place encore une fois et qui fait toujours qui fait toujours les mêmes trucs, mais au fur et à mesure du film, et notamment avec justement la relation qu'il entretient avec le personnage, c'est Penny, je crois, le personnage de Jennifer Connelly, qui elle non plus ne vieillit pas du coup. Et par rapport à ça, voilà, il doit faire on va dire, faire une sorte de promesse qui doit changer parce que s'il change pas, s'il reste le même, leur relation ne fonctionnera pas. Donc voilà quoi. Et du coup, ça crée aussi, voilà, il doit s'attacher à quelqu'un, il s'attache à quelqu'un, donc il a des responsabilités autres, etc. Et donc il doit réfléchir à certaines choses. Et ça joue du coup dans la tension qu'il y a au fur et à mesure du film, et notamment justement dans le grand final, scène d'action où ça y est, il peut mourir à n'importe quel moment, etc. Et donc on a cet aspect-là justement comme dit, Maverick, il doit prouver, lui c'est sa manière de communiquer, c'est peu importe ce qu'il dit finalement, et c'est traité justement dans le film, dans cette relation-là, quoi. C'est qu'il va dire des choses genre à sa petite amie à un moment, et elle va lui dire genre tu dis pas ça, ou tu fais, en fait tu dis pas ça si tu le penses pas, ou si après tu vas faire autre chose.
Parce que Maverick, il peut dire des choses, mais en fait, peu importe ce qu'il dit, c'est les actes qui comptent. Et du coup, c'est ça pendant tout le film. Et à la fin, effectivement, bah, c'est là-dessus qu'on compte. Et quand il parle avec ses actes, quand il parle dans les scènes d'action avec son avion, avec ce qu'il fait, sa manière de piloter, etc., c'est comme ça qu'il communique. Eh ben on arrive finalement à atteindre justement ces sommets de tension et d'émotion du coup dans cette dernière partie de film. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est un film il faut profiter qu'il soit au cinéma pour aller le voir. Si on aime bien le premier Top Gun, eh ben, c'est génial. C'est un meilleur film, je dirais, que le premier Top Gun, parce qu'il y a une réflexion justement sur le côté, justement sur le film lui-même, le retour en arrière, et puis le vieux qui veut pas, qui resserre de nouveau, enfin qui refait tout le temps les mêmes bêtises, etc., ou qui on nous resserre la même chose encore une fois, mais ça, je trouve ça transcende un peu ce truc juste de les militaires, la camaraderie et des trucs comme ça, quoi. Il y a une vraie dimension d'émotion, et pas seulement avec Maverick, mais aussi avec du coup Iceman, Val Kilmer, etc. Donc il y a plein de beaux moments. Des fois un petit peu le nez qui pique, hein, limite les larmes aux yeux. Et c'est très bien. Et c'est très bien, j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, je conseille Top Gun Maverick, j'ai passé un très bon moment. C'est un film d'action classique qui raconte une histoire simple, mais avec des émotions et des enjeux sérieux et compliqués, mais qui passe très très bien, et ça rappelle justement ces films un peu plus, j'ai envie de dire, innocent d'une certaine époque, où on se prenait un peu moins la tête, et puis voilà. Donc à voir, Top Gun Maverick, je le conseille, allez le voir au cinéma sur le plus grand écran que vous pouvez trouver avec un superbe système de son. Allez, à la prochaine, bye.